Tenant compte des entretiens précédents avec le docteur Ladislas Prosper Agbessi, nous sommes conscients des travaux abattus dans le but de la libération de la nation béninoise. Bonsoir chers amis téléspectateurs et salut à vous chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout et surtout à vous tous qui nous suivez à travers le monde et surtout au Bénin. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui les démarches pour aboutir à la sauvegarde de la nation béninoise. Avec nous sur le plateau, le docteur Ladislas Prosper Agbessi. Bonsoir docteur. Bonsoir chers journalistes et bonsoir au peuple béninois et à la diaspora et aux vaillants combattants de libération de notre démocratie et de notre peuple. Voilà. Alors docteur, quelles sont les démarches que vous menez pour aboutir à la sauvegarde de la nation béninoise? Encore une fois, je voudrais... On a tellement parlé de démarches et on dit si vous voulez faire 1000 kilomètres, il faut faire déjà un premier pas. Ok. Et je crois que nous sommes tenus de rendre compte à notre population et en particulier les membres de nos mouvements qui sont sur le terrain et à la communauté internationale. Nous avions fait des pas et nos démarches dépendent de la visite qui n'est pas encore trop opportune de l'envoyé spécial du Ghana au Bénin. Par contre, nous sommes en train de préparer ensemble avec la communauté internationale et je crois que le gouvernement en place a quelques lueurs de ce qui est en train de se planifier pour mettre en place, pour demander un sommet exceptionnel sur la situation. Nous sommes en train de voir, est-ce que c'est seulement sur la situation du Bénin, il y a la situation du Mali, et il y aura un sommet de crise qui aura lieu, où certains protagonistes de l'opposition de part et d'autre seront là pour faire face à face avec le soi-disant gouvernement en place. Donc je suis venu vous dire que nous avions fait des pas dans notre requête avec la CEDEAO, l'Union européenne, et puis en particulier les Nations Unies, qui ont fini par accepter notre doléance. Et ma raison de parler avec le peuple ce soir, c'est de pouvoir faire une discussion avec le peuple. Je voudrais sincèrement discuter avec le peuple béninois. Je veux qu'on se signe un contrat. Ce n'est pas un contrat de travail, mais un contrat de confiance. Ce contrat de confiance veut dire, est-ce que le peuple est prêt pour sa libération? C'est la première question. Est-ce que le peuple est prêt pour nous accompagner? Je suis porteur de ce message pour le peuple. Vous savez, il y a quelques années, le président Al-Sisi de l'Égypte a demandé au peuple, vous voulez vous être libéré? Montrez-moi ça le mercredi prochain. Le peuple est sorti. Ils ont libéré le pays. Et partout ailleurs. Chers compatriotes, on ne vous demande pas de casser les murs, on ne vous demande pas de casser les infrastructures de notre pays. Je suis venu vous demander humblement, est-ce qu'on peut avoir ce contrat de travail? Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire le grand travail, c'est vous, à la fin?
nous nous battons, nous prenons les risques, nous mettons nos moyens, nous mettons nos familles en danger. Est-ce que le peuple est prêt pour nous accompagner? Je ne parle pas de la minorité qui est en train de se faire du beurre. Je parle du peuple qui souffre. Par contre, moi, j'ai parlé à votre place. C'est pour ça que je suis venu vous voir aujourd'hui. J'ai parlé à votre place. J'ai dit à des chefs d'État dans la sous-région, avec l'Union européenne, que vous êtes prêts à ce sacrifice. Que vous y êtes. Je n'ai pas demandé votre permission. C'est pourquoi je suis venu ce soir vous informer que j'ai pris la décision sans avoir votre accord. C'est parce que je sais que fermement dans votre cœur, vous avez le désir de vous libérer. Chers compatriotes, les démarches évoluent, mais je suis venu vous lancer ce défi. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que la prochaine fois que nous allons nous voir, je vais vous demander un service. Et ce service fait partie du plan. Je voudrais vous rassurer qu'au niveau de la diaspora, on ne sera pas divisé. On sera unis dans le cadre de la libération de notre pays. Mais on veut votre accord. Je vous remercie. Je vous remercie par rapport à ce que disait tout à l'heure son Excellence Dr Ladislas Prosper Agbesi, posant la question au peuple béninois s'il est prêt à se sacrifier, pas se sacrifier de la manière à casser, à piller le pays ou à casser les infrastructures publiques ou privées, mais de faire un engagement avec ce peuple qui se veut la libération. Alors, quelle certitude, cher docteur, avez-vous sur les démarches que vous faites jusque-là? Nous sommes, vous savez, d'habitude, j'ai deux noms de coutume en Afrique. Vous avez le nom qui vient de l'Occident et puis il y a le nom qu'on vous donne qui fait de vos origines. Et on m'appelle, il y a trois noms. Il y a un qui s'appelle Ochodjouan. Je m'appelle Ochodjou. En ango, ça veut dire devant eux. Okay. Et dans le contexte PEDA, on dit l'aide au mamoué. L'aide à Bomokpe. C'est très profond. Et je suis le patriarche, je suis dans une logique où quand je commence quelque chose, je finis ça. Donc, la certitude, dans notre démarche, c'est comme un enfant une femme qui est enceinte. Vous allez voir déjà au Bénin, au niveau de la diplomatie, des changements qui ont lieu. Hein? C'est des signes, au niveau de l'ECOWAS, des signes qui sont... On a vu déjà les déclarations de certains chefs d'État dans la sous-région vis-à-vis de notre pays. C'est-à-dire, ça c'est des signes. C'est-à-dire, vous pouvez voir déjà, on a été reçus récemment par 3 chefs d'État qui nous ont reçus dans la sous-région. Ça, c'est des signes. Et qui nous ont demandé, qui nous ont posé leurs problèmes de réconciliation. Et nous, on leur dit, il n'y a pas de réconciliation d'abord. Le départ, on a posé des préalables et nous avions dit, après ça, on peut parler de réconciliation. La réconciliation, celui qui a plus besoin de réconciliation au Bénin, c'est le peuple béninois. Le peuple doit se réconcilier entre lui-même, parce qu'on a été divisé. Il y a un groupuscule, pas tous les fonds. Ça devient une question de fonds qui se sont accaparés du pouvoir de notre pays et qui ont voulu
mener une lutte contre une minorité, une partie des gens qui sont appelés les Nago. Vous voyez, c'est grave ce qui se passe. Ce qui se passe actuellement aujourd'hui, il y en a même qui ont peur quand ils vont dans les services pour dire qu'ils sont même Nago. On a eu certaines informations. On a dit ça à certains chefs d'État qui sont vraiment surpris de ce qui se passe dans notre pays. On a tué des gens, on ne leur a jamais demandé des excuses. Donc, nous sommes dans une logique. On a beaucoup avancé. Il y a les signes qui sont là. Le gouvernement est à perte de vitesse aujourd'hui. Il ne peut pas payer les salaires d'ici quelques mois. Ce sera la débandade totale. C'est pour ça qu'on est en train de demander un contrat avec le pays. On ne va plus rien dire, mais ils vont finir d'eux-mêmes parce qu'il y a des limites au niveau de la sous-région. Nous sommes en train de nous battre pour qu'il n'y ait plus pour qu'ils ne lèvent plus des sous dans la sous-région. Parce que l'argent, 60% des sous là vont dans la poche de l'équipe en place. Donc nous sommes en train de nous battre parce que ce n'est pas un petit poisson. Il faut vraiment se battre. Mais on ne peut pas faire tout ça là sans une collaboration avec la population. C'est pour ça qu'on m'a demandé de discuter avec le peuple, d'avoir leur accord. Je sais, il y en a qui vont faire des commentaires. C'est très important ce contrat de partenariat avec le peuple, qui s'avère très très important. On ne veut pas le peuple être passif, on veut que le peuple collabore avec nous et soit actif. Donc, les signes sont là. Les signes sont là. Et on va faire mieux que la collaboration qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Nous savons comment est-ce qu'il faut mettre les pressions. Nous sommes en train de les faire. Et les caisses sont vides. Et ils sont en train de se battre. Et ça, le peuple va commencer par prendre ses responsabilités. Voilà, le peuple prendra ses responsabilités. Cela veut dire que les démarches continuent et la certitude est là. Voilà. Avez-vous un mot à dire, Son Excellence, sur la comparution du professeur Frédéric Joël Aïvo et ses 3 coéquipiers défendus par l'équipe de 9 avocats volontaires, à leur tête les bâtonniers Robert Dossou? Vous savez, nous avions passé cette étape-là. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une logique. Quand vous me parlez de... est-ce qu'on a avancé? Aujourd'hui, le gouvernement béninois doit reporter tout ce qu'il y a comme dossier des détenus politiques. Parce qu'il veut passer un acte en conseil de ministres pour libérer tout le monde. Pour libérer quelques personnes, nous avions refusé. Nous sommes en train de dire, vous ne pouvez pas faire une sélection et libérer les gros morceaux et libérer et laisser les autres. Nous sommes en train de négocier toujours avec l'intermédiaire, ceux qui sont avec eux. Le gouvernement va passer en conseil des ministres un acte pour libérer, pour faire, le président va faire un semblant, et soi-disant président, parce qu'il n'est pas président, c'est l'ex-président. Il est illégitime pour nous. Il va faire passer un acte en conseil des ministres pour libérer. Donc, ils vont reporter jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits de leur discussion pour libérer les gens. Donc, c'est un jeu, c'est simagré. Et je suis peiné de voir le bâtonnier Robert Dossou malmené par des enfants, des jeunes de 35 ans, 38 ans, 40 ans. Alors que ça veut dire que le temps est en train de le laisser. Parce que s'il ne savait pas ce qu'il allait faire là-bas, en tant que grand avocat, alors que nous, on n'est pas encore sur le terrain, on a déjà l'intelligence, on sait ce qui se passe, ce qui va se passer. Et il va là-bas, il est perdu. J'ai compris pourquoi il était à l'inauguration du dictateur. Parce qu'il ne devait pas l'être. Aujourd'hui, il est humilié aujourd'hui. Parce que quand tu vas supporter l'inauguration d'un dictateur et tu veux lui demander au même moment de libérer un de tes collègues, ça n'a pas de sens. Mais je vais lui donner bénéfice de doute. Les choses ne se passeront plus comme ça. Les choses seront plus comme ça. Ça va prendre le temps que ça va prendre. On ne va plus donner de temps. Mais les choses ne seront plus comme ça. Nous, je l'ai dit à plusieurs reprises, le seul que je pleure le plus, c'est Aïvo. Je pleure ça vraiment. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour un couple comme lui, un homme
Et c'est notre génération, c'est quelqu'un que nous respectons beaucoup. Et je pleure les autres, mais je sais pourquoi. J'ai beaucoup de raisons pour pleurer Joël Aïvo. Donc, il n'y aura que des simagrées. Quand le procureur dit qu'il trouve que le juge est incompétent, vous savez ce que ça veut dire? C'est un report. Hein, vous voyez? Parce que les discussions actuellement avec nous, avec la communauté internationale, ne sont pas encore finalisées. Hein? Parce qu'il faut qu'ils prennent un acte. Aucune cour au Bénin ne va libérer ces gens-là. Peut-être que j'ai parlé de ça, ils vont me défier parce qu'ils utilisent mes mots pour faire le bridge. Ils ne le feront pas. Rick Yamadougou, Moutondi, Lionel, comment on appelle ça, Aïvo et tout le reste, il y aura un décret ministériel qui va, et ils vont signer des accords, des contrats quand ils vont sortir. Et ils vont les libérer. C'est ce qu'on n'est pas en train d'accepter actuellement. Ils veulent les libérer provisoirement. Ils veulent les libérer. Je ne suis pas un juriste, mais c'est ce que nous avions eu comme réponse dans nos discussions. Parce que c'est des chefs d'État nous ont dit, bon, on peut toujours les libérer, et ils ne vont pas reprendre. Je dis, mais ça c'est chez nous au pays, c'est des politiciens. Mais quand vous les libérez, et puis vous les empêchez de parler, de se mettre dans leur vie active, ça c'est pas une libération, c'est la prison. Les empêcher de... Donc, et la situation de Aïvo, c'est une situation pour montrer à la communauté internationale qu'il y a des discussions qui sont en cours. Le gouvernement a devoir. Nous avions demandé que tous les détenus politiques soient libérés. Ok. Alors, ne voyez-vous pas, faisons face, disons, quand vous dites que non, voilà, vous n'aviez pas, selon vos démarches, vous n'avez pas voulu assez, selon vos discussions plutôt, vous n'avez pas voulu assez que quelques détenus soient libérés et que les autres restent. Pourquoi n'avez-vous pas permis assez que quelques-uns soient libérés pour que vous continuiez encore les démarches pour la libération des autres? Vous savez, nous sommes un pays, nous sommes un. L'attaque contre un, c'est l'attaque contre tout le monde. Donc, et tous les détenus politiques ont les mêmes statuts en prison. C'est comme le jour où on va mourir, nous avons tous les mêmes statuts. Ils sont tous les mêmes devant la justice. C'est des délits, hein? C'est politique. Donc il faut les libérer. Nous, au Bénin, on ne connaît pas de grands criminels en prison. Tout le monde est en prison. Donc nos frères, nos sœurs qui ont été injustement arrêtés, hein, mis sous les verrous pour des raisons politiques et de droits humains, doivent être libérés. Au même moment. Au même moment, ouais. Okay. Voilà, merci beaucoup. Alors, comment jugez-vous les réformes fiscales du régime Talon qui, selon la majorité des citoyens béninois, ne visent qu'à leur faire payer les factures salées de la négligence de vrais problèmes socio-économiques? Et vous savez, nous avions, et quand la transition sera mise en place, vous savez, je ne sais pas si nous avions fait une doléance avec le gouvernement, le président en exercice de la CEDEAO. J'espère que ce n'est pas encore. Oui. Ouais. Nous avions fait une doléance, nous avions demandé 4 points. Quand nous allons faire la transition, nous allons annuler tous ces aspects hasardeux de tasses qui ont été mises sur nos populations. Vous savez, en économie de développement, quand votre produit intérieur brut est sous les seuils des pays très très endettés et vous n'avez pas atteint même 25 milliards de dollars, vous n'avez pas, parce que vous n'apportez rien encore à la couche sociale du pays. Hein? Et maintenant, vous voulez aller demander des tasses. Qu'est-ce qui va se passer dans notre pays? Il y aura le déséquilibre social. Le tissu social sera amputé totalement. Et c'est là où le peuple va se révolter. Ils ne pourront pas résister. Parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez à un Béninois
de payer des taxes sur les émigrants, les assurances, et vous demandez des taxes, et pour quelqu'un qui enceinte une femme, comment est-ce qu'on sait qu'il faut payer de l'argent aujourd'hui pour savoir qui est le propriétaire de la grossesse d'une femme? Et c'est 3 personnes. Donc, tout ça, c'est un poids qu'on est en train de mettre sur la société civile. Tous les gouvernements sont restés là-bas, ils ont payé les salaires, ils ont fait les travaux dans notre pays. Écoutez, et les gens parlent de asphalte au Bénin. Je ris, parce qu'il faut féliciter le président Yahi Boni. Parce que quand j'ai fait des discussions avec Kaberuka, l'ancien patron de la BAD, j'ai discuté avec lui. Ces derniers dossiers qu'il a signés, je le dis au peuple béninois, avant de quitter, c'est les chantiers, c'est les dossiers d'infrastructure au Bénin. Vous comprenez? Qui ont été menés par le gouvernement Yahi. Vous savez? Parce que c'est des dossiers qui prennent au moins 18 mois, 36 mois pour être approuvés. Vous comprenez? Donc, eux, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont venus, ils ont dit on ne va pas faire les routes. Mais ils ont utilisé l'argent là avec des amis à eux qui sont à Porto-Novo, qui sont des parents à moi. Je ne vais pas appeler leur nom. Et ils ont été des affairistes. Pour revenir à la question des taxes au Bénin, nous allons annuler tous ces taxes-là. Nous allons annuler ça. On n'a pas besoin de ces taxes-là pour faire l'équilibre budgétaire et pour faire l'équilibre budgétaire. Et soit réduire le déficit budgétaire. Non, on n'a pas besoin de ça. Il faut réfléchir. Il faut trouver des mécanismes. Il ne faut pas être arrogant, il faut aller s'asseoir avec le Nigeria. Il faut être là tous les jours et aller négocier avec eux. Mais quand on s'arroge à un arrogant, on dit que je peux tout faire sans eux. Non, ce n'est pas possible. La ligne rouge a été tracée. Vous comprenez? Donc, nous, quand on va venir, nous voulons renégocier les relations avec le Nigeria. Nous allons nous mettre à genoux, même si se mettre à terre avec le Nigeria. Nous allons intégrer des politiques de collaboration qui seront à leur avantage, qui vont permettre à notre population de commencer par respirer. C'est-à-dire, de commencer par respirer. Parce que on ne peut pas effacer le secteur informel dans notre pays. Parce qu'on n'a pas des politiques d'accompagnement qui vont substituer l'informel dans notre pays. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas le faire. Donc, la transition va faire un grand travail. La transition sera focalisée sur les commissions de lutte contre la corruption. Et en particulier, nous allons faire un pont avec le Nigeria. C'est vrai, Bénin Condro ne va plus exister. Tous les directeurs qui ont travaillé là-bas, ils doivent se mettre devant la justice. Nous allons prendre les dispositions nécessaires. Le chef de l'État doit nous donner tous ses biens, tout ce qu'il a eu, tout sur le régime. Il doit déclarer ça. Les comptes à Dubaï, les comptes en Côte d'Ivoire, les comptes maintenant ils sont en train de partir en Turquie. Nous allons essayer de revoir tout ça là. Si un Béninois a connaissance du compte du président de la République, il n'a qu'à choisir des moyens nécessaires de nous les faire informer. Tous les membres du gouvernement qui ont des comptes à l'extérieur, nous en avons assez, mais nous vous demandons de nous aider à savoir où est-ce qu'ils mettent l'argent. Il y a de cash qui quitte le Bénin et qui est toujours changé en dollars. Et sur Dubaï, il y a des comptes récemment, il y a quelques sous qui vont sur Dubaï. Nous sommes en train de les suivre. Nous sommes en train de... Si certains Béninois, ministère des Finances, partout, vous avez des informations sur tout ce qu'ils sont en train de faire, faites-nous signe, informez-nous, on n'est pas caché, nos numéros sont les mêmes, on ne se cache pas, il faut nous informer. Donc, chers journalistes, ces tasses de comédie qui sont en train de se faire, notre peuple n'en a pas besoin. Le peuple n'a pas besoin de tasses. Les émigrants, les chauffeurs, vous allez voir d'ici quelques mois, avec ces mesures-là, il y en a qui ne peuvent plus conduire leurs émigrants. Même ceux qui ont leur voiture ne peuvent plus conduire ça. Et là, qu'est-ce qui arrive?
Qu'est-ce qui arrive? Alors que l'informel permet à une famille de 6 à 4, il a une voiture, il n'a pas payé des taxes. On ne peut pas. On ne peut pas. On est dans un contexte ombilical encore. On ne peut pas forcer. On va casser l'œuf. Si on fait ça, on va casser l'œuf. C'est tuer le pays, ça. Donc, au niveau de cette tasse-là, nous sommes foncièrement contre. Nous sommes des spécialistes. On sait ce qu'il faut faire. C'est parce qu'ils sont à bout de réflexion. Il n'y a plus de réflexion. Ils ont tellement fait la corruption qu'aujourd'hui, ils sont limités dans leur réflexion. Donc, nous pensons qu'il faut soulager ce peuple. La première des choses qu'il faut faire, c'est d'annuler tout ça là. Parce que, vous voyez-vous, je vais vous dire ce qui se passe. Quand un chef d'État veut féliciter les policiers, et après les élections, il leur demande d'aller dans les routes, parce que pour les payer, c'est aller rançonner les gens dans la route. C'est pour les rançonner. Parce que la chose qu'il faut faire, quand on va dans la rue, pour aller prendre les émigrants chez les gens, c'est rançonner. C'est comme ça que lui remercie la police. Vous voyez, j'ai vu des policiers qui m'ont dit ça, qu'ils n'en ont pas besoin. Il y en a qui... Et tous les policiers aujourd'hui, c'est eux qui font de l'argent, qui construisent des maisons, et qui ont 3 femmes, 4 femmes. C'est grave ce qui se passe. Au moment où la population souffre. Donc, lui, la police républicaine, la manière dont il faut les tourner contre le peuple, c'est créer des tasses contre le peuple. D'abord, tu as vilipendé le peuple, tu es en train de les humilier, et maintenant, tu mets d'autres personnes, leurs propres parents, contre eux. Ce n'est pas la faute des policiers. Parce qu'aujourd'hui, quand on leur dit de se mettre dans la rue pour prendre de l'argent chez les gens, c'est grave ce qui se passe dans notre pays. Nous avons des personnes, je ne sais pas de quelle lune ils viennent. Je ne sais pas qui a fait ces enfants-là. Je ne sais pas. Ok. Alors, dans votre dernière sortie, vous aviez fait une proposition de loi, une proposition de sortie des crises plutôt, qui contenait 4 points que vous aviez envoyés au président Nana Akufo du Ghana, qui est le président en exercice de la CEDEAO. Où en êtes-vous? Bon, comme je l'ai dit d'entrée, il y a eu 4 points. Nous avions demandé, en tant qu'envoyé spécial de la CEDEAO au Bénin, c'est une proposition de sortie de crise. Voilà. Parce qu'ils nous demandent, on ne veut pas de violence, on ne veut rien. On va tenter de vous mettre sur une table. Nous, on a mis nos doléances. Voilà. Bon. Nous avions demandé une libération pure et simple de tous les détenus politiques. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai parlé de la situation de Haïvo. Ça ne va pas se faire. Ils vont passer un décret pour libérer tout le monde. C'est pourquoi ils font des renvois. Parce qu'ils doivent savoir, est-ce que nous sommes forts? Est-ce qu'on a le pouvoir de mettre pression sur eux? Ils veulent savoir, est-ce que ce n'est pas de petits bonhommes comme Ladislas? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça va se passer? Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Donc, libération pure et simple de tous les détenus politiques. Un décret qui demande à tous les exilés politiques de venir et les exonérer de tout ce qu'il y a comme justice dans notre pays. Ils viennent, ils n'ont rien, pas de compte, amnistie, que ce soit. Amnistie totale à tout ce monde-là. Tout ce monde-là. 3e point, une transition. Nous, on a demandé une transition sans le président de la République. La CEDEAO dit non, on ne peut pas le faire. Donc, on dit, ça, c'est notre doléance. On veut une transition sans lui. Si vous ne pouvez pas le faire, je vais finir. Ok. Ça, c'est ce que nous on demande. Une transition sans lui. Ils nous demandent, ils nous ont dit, il faut faire un gouvernement d'union nationale. On ne peut pas faire un gouvernement avec lui. Nous avions dit, si on doit faire un gouvernement d'union nationale avec lui, nous avions besoin de 7 portefeuilles. Commençant par les affaires étrangères, les finances, la défense, l'intérieur, le ministère du commerce où se trouve le coton et consort, tout ça là, on a besoin de ça. Et le ministère de plan et de la économie et statistique, là où se trouve notre grand frère, notre papa qui ne veut rien comprendre, qui est toujours comme un mouton de parnouche derrière et talon. Je vais parler de Biochane. On veut ça. Et le ministère
et des infrastructures. S'ils nous donnent ça, hein, et on peut garder l'intérieur, les finances et tout ce département-là, on peut maintenant, ensemble, on peut voir dans quelle mesure, parce que après ce gouvernement-là, hein, nous allons commencer par, le quatrième point, c'est les réformes qui vont nous permettre de commencer par revoir les législatives, les élections et la Sénat. Nous allons revoir la Sénat. La Sénat, pour nous, la première des choses à faire, c'est de chasser tout ce monde là-bas. Faire une assise nationale avec tous les partis et reconfigurer la Sénat. Vous comprenez? Reconfigurer la Sénat. Certains responsables au niveau de l'armée et qu'on soit tout ça là, ils doivent prendre leur retraite. Le chef d'état-major et puis Bada, ils doivent quitter. Ils sont à la retraite, ils n'ont qu'à partir. Ceux qui sont à la retraite doivent partir. Il y a des jeunes, des commandants, des capitaines, on doit leur faire une promotion. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Il faut que la nouvelle équipe qui arrive, parce que la défense et l'intérieur, on en a besoin. Ça, c'est le plus important pour nous. Et vous n'avez pas le ministère de la Justice. Okay. J'ai oublié. Je voulais parler le ministère de la Justice. C'est très, très important. Que on avait... il y a des prisonniers qui seront les responsables du ministère de la Justice. Hein? Ils seront au ministère de la Justice. Donc, c'est très, très important, hein, pour nous, ces portefeuilles-là. Hein? Justice, affaires étrangères, économie et finances, et intérieur, défense. Hein? C'est très important pour nous. Nous avons dit ça, la communauté nous dit non, on ne peut pas, ils sont en train de voir ça. Mais s'ils ne peuvent pas accepter ça, donc ils n'ont qu'à nous laisser demander ça par force. Hein? Parce que si le gars ne peut pas payer les salaires, et puis le peuple est à chaud là, il faut lui dire de laisser le pouvoir. On ne va pas forcer, on n'est pas dans la violence. Vous comprenez? Donc, ça c'est des démarches que nous sommes en train de faire avec le président ghanéen. Nous sommes avancés et nous avons parlé avec presque tous les chefs d'État dans la sous-région. Hein? Et nous attendons la suite. Si la suite ne nous donne pas raison, on a le plan A, B, C, D. Vous avez les plans A, B, C et D. Donc ça veut dire que vous travaillez comme les Occidentaux qui ont toujours plusieurs plans. Donc comme on dit, un coup, donc plusieurs coups juste pour une seule cible. Ouais. Alors, je voulais vous poser la question, parce que là, vous aviez parlé des doléances, mais à vous entendre parler, c'est comme si ce ne sont pas des doléances que vous confiez aux représentants de la CEDEAO, mais c'est plutôt une imposition. Ne trouvez-vous pas que ce sont des impositions que vous envoyez en doléances? Mais ce que moi je dis, c'est ce que le peuple veut. Hein. Le peuple, ce n'est pas moi, c'est ce que le peuple veut, parce qu'on est sur un terrain de négociation. Vous ne pouvez pas aller sur un terrain de négociation très faible. Nous, le peuple m'a demandé, avec l'équipe avec laquelle on a discuté, de négocier 7 à 8 postes. Si la communauté internationale nous dit, c'est trop tôt de parler on ne peut pas le mettre, il est le chef qui est là, on ne le reconnaît pas. Donc on dit, nous devons faire l'amnistie, on lui prend le ministère de la Justice, les finances, la défense, l'intérieur. Vous comprenez? Si on peut avoir ça, nous allons nous entendre avec la diaspora et puis certaines personnes localement. Et nous allons gérer parce que on a demandé, on va nommer bientôt au Bénin, dans ce cadre-là, un représentant des Nations Unies. Ça, c'est en train d'avancer. On nous a dit qu'il n'y a pas une crise l'année passée. Aujourd'hui, on nous a dit qu'on va voir. On va voir. Si vous pouvez vous rendre compte, aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, ceux qui sont venus au Bénin pour confirmer les élections du Bénin ne sont plus à leur poste. Ok. Même les gens de ECOWAS qui sont venus dire que l'élection, il faut leur demander s'ils peuvent aller quelque part. Même le représentant de certaines Nations Unies. C'est un ami personnel. Parce qu'on travaille. Donc, ce qui est important aujourd'hui, ce qui est très très important, c'est de mettre une feuille de route qui reflète l'aspiration de la majorité de nos populations. Parce que le ministère de la Justice, il n'y a plus de justice dans notre pays. Les policiers, l'intérieur, il y a trop de bavures là-bas. On va prendre ça en charge. La défense, on a utilisé ça pour tuer nos populations.
Les finances, c'est la corruption qui est là-bas. On reprend tout ça là. Vous comprenez? Donc, c'est des ministères clés. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé dans plusieurs pays. Hein, où les Soros de rien du tout, ils ont pris des... Je ne dis pas que c'est la même chose. Hein, mais pour nous, c'est plus sophistiqué parce qu'on a appris le président Ouattara, il est venu, il est resté, ils ont collaboré dans un gouvernement hein, jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas une imposition, c'est la vision du peuple. C'est la vision du peuple. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez du partout, surtout vous qui nous suivez même dans le recoin du Bénin. Donc je voulais juste vous rappeler que l'ECOWAS qui mentionne le président ici, c'est ce que nous connaissons donc communément, nous appelons la CEDEAO. Voilà. Alors, toujours dans votre dernière sortie, vous aviez accusé le chef de l'État béninois en tant que responsable de la drogue au Bénin et dans la sous-région. Alors qu'aujourd'hui, il y a eu un procès sur le présumé Yeto Udo, président, non, disons pas président, mais oui, président, mais le PDG de la Sonimex qui est renvoyé. Donc, le procès en question est renvoyé pour le 5 août. Gardez-vous toujours les mêmes accusations sur le président Patrice Talon? Écoutez, chers journalistes, vous savez, depuis que je suis né, je n'ai jamais dit un mensonge. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je ne dis pas de mensonges. Quand je commence par dire quelque chose, c'est que il y a matière à inquiétude. C'est qui le propriétaire de Bénin Control? Vous savez, je vais vous raconter au peuple béninois une histoire. Je vais vous informer de quelque chose. Il faut beaucoup prier pour le président Yahi Boni. Je vais vous raconter une histoire. Quand Patrice Talon a mené cette histoire de Bénin Control, au départ, le président Yahi Boni a vu que c'était une bonne chose. Les douaniers sont allés le voir, ils lui ont dit « Oh, président, ça là, c'est un grand problème pour notre pays. » Ce n'était pas lui. Il a dit, dites-moi, pourquoi on ne peut pas faire un truc comme ça? Ils lui ont montré que ce n'est pas possible. Il a appelé Kogi. Il a appelé son neveu. Ils étaient dans son bureau, qui s'appelle Bagoudou, qui est du PR aujourd'hui. Et ils ont appelé, comment il s'appelle, Talon, à la présidence. Et le président lui a dit, en face, il lui a dit, écoutons l'histoire de PBI là, ça ne va pas marcher. Vous savez ce qu'il a fait? Peuple béninois, vous savez ce qu'il a fait? Il est sorti de la présidence, il a fermé la porte. Il a dit, jamais ça ne se passera pas. C'était la dernière fois qu'il a parlé avec le président Yahi Boni. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Nous, on ne va pas lui fermer la porte, on va l'arrêter. Vous comprenez? Il ne fera plus jamais ça. Il ne se comportera plus comme un voyou. Parce que tout lui est permis aujourd'hui d'être un chef d'État. Il a manqué de respect au président Yahi Boni. Il est sorti de ce bureau, il a fermé la porte. Il a menacé, il a tenté de le tuer. Il a tout fait. Vous savez, il a tout fait pour venir. Il est venu au pouvoir. Je vous donne la genèse. Pourquoi il est le patron. Il est affilié à une société qui s'appelle Astra, ou bien Atral. Le Bénin faisait la drogue, on n'a jamais su ça. C'est moi qui ai amené les chiens au Bénin. J'ai amené les chiens dans le cadre de la mise en place de South African Airways. On nous a dit que le Bénin est un centre de drogue. On a amené des chiens pour faire le contrôle. Dans la même semaine, on a attrapé beaucoup de trafiquants de drogue, y compris une Sud-Africaine. Mais les Béninois étant forts, ils ont mangé tous les chiens que j'ai amenés. Ça, c'est une parenthèse. On a attrapé un conteneur au port de Cotonou à 1 h du matin et le propriétaire se connaît. C'est pour ça que je ne dis pas les choses au hasard. Avec les chiens. Bénin Control a été suspendu. La guerre a commencé avec... Yahi n'a plus fonctionné depuis 2012-2013, son deuxième mandat. Parce qu'il a empêché
quelqu'un qui manque de respect. Alors que les gens me disent, pourquoi vous parlez mal au président? Il a fermé la porte à un chef d'État, il a menacé. Vous comprenez? Il faut que les Béninois commencent par se mettre dans notre peau, pour savoir. Parce qu'on sait de quoi on parle, on sait où on va. Voilà la personne qui s'est comportée. Et le président l'a pardonné, il est venu, il a fait élection, il a gagné. Voilà là où on en est. Il a voulu l'enfermer. Et maintenant, il a mis en place, la première des choses à faire, c'est de mettre en place Bénin Control. Vous savez, Bénin Control, aujourd'hui, la douane, selon nos informations, c'est une vérité, ne fait plus rien au pays. Ils font seulement le constat. Le président de la République a une deuxième entreprise qui s'appelle Web, qui reste dans une de ses maisons. C'est eux qui font l'évaluation et c'est eux à qui on paie. La douane ne fait rien, ils signent. Donc, aujourd'hui, dans notre pays, il y a 2 sociétés qui gèrent notre port. Et maintenant, il amène ses amis qui gèrent le port de Hanvest. Et depuis que ceux-là sont là, avec les informations que j'ai, avec une structure internationale, je ne vais pas appeler le nom, le flux de drogue qui vient dans notre pays est très élevé. Et qui a le scanner au port? C'est Bénin Control. Qui fait l'évaluation des marchandises? Bénin Control. Qui est le propriétaire? Patrice Talon. Donc, depuis quelque temps, avec nos informations, avec la communauté internationale, chaque fois, par exemple, quand vous voulez arrêter les gens au niveau de la drogue, quand vous voyez ça, vous ne arrêtez pas ça. Vous allez jusqu'à la destination. Pour savoir qui sont les... Parce que c'est des gens dans la drogue, ils ont toujours une manigance pour éviter que ce soit eux. Parce qu'ils font ça de façon très, très organisée. C'est toujours difficile de savoir qui est le vrai propriétaire. Ouais. En Afrique, nous, on s'en fout. Mais, les rapports qu'on a eu sur le plan international, Bénin Control doit être en mesure... On a un commissaire qui s'occupe, comment appelle-t-on, de la lutte contre la drogue. Ce commissaire-là, si un jour il va faire confession, il va dire beaucoup de choses. Mais ils vont tout faire pour dire qu'il a fait une faute. Et pour le laisser, pour le libérer. Hein? Parce qu'il n'en est pour rien. Il a signé. La drogue qui a été arrêtée récemment au Bénin, nous tous on suivait ça. On suivait ça. Depuis mai, avant mai, on nous a donné les informations. On nous a dit, la distance ne parle pas, on va suivre ça. Les gens sont allés, ils ont pris leur vol, ils sont allés au Bénin. Ce n'est pas le gouvernement béninois qui les a arrêtés. C'est une structure internationale. Parce qu'ils ont déjà fait le transbordement. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que le Bénin Control n'a pas eu n'a pas pu détecter ça? Et c'est de l'extérieur que les gens se rendent compte qu'il y a de produits dans les conteneurs. 2, c'est la présidence qui a donné l'ordre au ministre de la Justice de libérer les 2 blancs là. C'est un ordre de la présidence. Et je sais la personne qui a passé le message. Ça veut dire que c'est la présidence maintenant qui gère, qui libère, qui s'ingère dans une affaire de drogue. Alors qu'il y a d'autres qui sont en France, on dit qu'ils sont... Je ne vais pas me mêler de ça. À Javon et tout ça. Je ne vais pas me mêler de ça. Je ne vais pas être... Mais ce qui m'intrigue dans ça, dans le cadre de M. Yeto, le PDG de Sonibes, en tant que responsable politique, en tant que banquier, pour moi, je vais la quitter. Je vais la quitter. Parce que le gars a un conteneur, les gens qui lui ont envoyé ça, ils sont là. On les a laissés partir. Pourquoi le gars est en prison? Aujourd'hui, c'est vrai, ils ont fait une comédie pour le garder parce qu'il est complice avec eux. Ça ne me concerne. Mais je vais parler de la logique. Il est complice avec eux. Donc, ils lui ont dit de tomber dans les escaliers pour faire semblant comme quoi il est malade pour qu'on l'envoie à l'hôpital. Ça, c'est autre chose. Mais la réalité est que ce monsieur, quand vous l'appelez, vous allez lui demander quoi? Les gens qui ont mené le conteneur, vous les avez laissés partir. Ils sont déjà partis. Le ministre de la Justice n'a pas démissionné. Dans un grand pays, si c'était la France,
les États-Unis, le président doit démissionner. C'est sa société. Son ministre a fait... C'est celui qui a donné l'ordre. Pourquoi le gars a passé par l'aéroport, ils ont quitté le pays? La police est où? Il faut que le patron de la police démissionne. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas autre chemin pour dire que Talon lui-même, il est le cartel de la drogue au Bénin. C'est lui-même qui vend ça. C'est le patron. Et c'est avec l'argent là. Je suis allé dans un pays, on m'a dit, mais votre président, il dépense de l'argent. Vous n'avez pas le pétrole au pays. Je dis, moi-même, je me pose la question, il trouve l'argent où? Il trouve l'argent où? Il n'a jamais été riche. C'est un rafistoleur. J'étais au temps de Yahi. Il a demandé à une de ses ministres qui est encore avec lui, qui va faire la prison dans les jours à venir, et qui a été ministre des Finances, qui lui a payé 8 milliards sans l'accord du gouvernement. Parce qu'il est dans la magouille. C'est un gars qui fait les magouilles. C'est un patron de magouille. C'est des gens qui sont patrons dans rafistolage, dans des ajustements, hein, pour gagner les marchés. Ils n'ont jamais créé une entreprise. Ils n'ont jamais créé une entreprise. Ils n'ont qu'à venir avec nous, échouer comme nous, sans avoir $100, sans rien manger des fois, se réveiller et se reconstruire. Un homme d'affaires se bâtit, mais il ne se bat pas derrière le dos de l'État. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur cette affaire de drogue-là, le présumé numéro 1, je ne vais pas impliquer tout le gouvernement, c'est le président de la République. Il y a un ministre qui a fait une faute. Il n'est pas encore chassé, il n'a pas encore démissionné. Et au niveau du port, la société qui reçoit les drogues dans notre pays appartient à qui? Au président de la République. Qui d'autre peut être celui-là? Il faut un pasteur, il faut un prédicateur, il faut quelqu'un d'autre. Patrice Talon est le patron de la drogue. Nous avions fait déjà un dossier. Nous sommes en train de mettre les éléments dedans. Hein? Il est le patron de la drogue dans la sous-région. Je vois. Ok, donc cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'un prophète pour confirmer par rapport aux réalités sur le terrain que c'est lui-même le créateur de Benin Control qui est au fait lui-même drug dealer, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est ce que a dit son Excellence Dr Ladislas Prosper Agbessi. Alors, son Excellence, nous allons vous poser la question de savoir, ne voyez-vous pas que quelles que soient les menaces de l'opposition dont vous faites partie, le chef de l'État, Patrice Talon, semble être inconcerné sur toutes vos démarches menées? Vous savez, il y a une chose, vous savez, il y a ce qu'on appelle le riz jaune. Vous avez entendu parler, on dit à quelqu'un qui fait un riz jaune. C'est-à-dire c'est quelqu'un, malgré lui, il sourit. Et nous, on pense que le travail qu'on a fait donne ses fruits. Les frontières sont fermées. Il n'y a pas assez de revenus dans le pays. Le déficit budgétaire est très élevé. On ne fait qu'endetter le pays. Ils ne sont pas vus sur la communauté internationale. C'est Ouattara qui lui fait la chance d'être dans les sommets à Abidjan. La dernière fois, ECOWAS, il n'est pas espéré. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a espéré. Il était parti là-bas en tant qu'intrus. Donc, le gars, il sait ce qui se passe. Il sait ce qui se passe. Et ils savent la pression économique qu'on a mise sur eux. Et ils savent de quoi est-ce qu'on est capable. Ce n'est pas les Béninois qui sont dans les réseaux sociaux. Lui-même, en tant que personne, il sait à quoi il a affaire. Il peut faire semblant de dire que je m'en fous. On verra. Et vous savez, dans la vie, tous ceux qui sont restés au pouvoir, même toute personne qui est au pouvoir, ils se disent, oh, rien ne se passera. Oh, on va faire tout, ils ne feront rien. C'est le langage que tout le monde a. Jusqu'à ce que les réalités vous confrontent et vous échouez, lamentablement. Il faut vous rappeler, Saddam Hussein, même quand les Américains tiraient, il dit non, son conseiller, Tikri, il dit, oh, ils sont à côté. C'est un mal d'un dirigeant. Ils sont toujours dans une confiance exceptionnelle. Donc, nous, on continue par faire ce qu'on doit faire pour libérer notre pays.
Voilà, vous continuez ce que vous avez à faire pour libérer votre pays. Nous chutons déjà, chers invités. Alors, le gouvernement actuel, par les billets de son ministre de Finances, vient d'annoncer avoir bouclé les financements pour la construction de l'aéroport de Glodjigbe. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour le pays, alors que nous savons que vous aviez joué un rôle très important sur les dossiers au temps du président Yahi Boni? D'abord, je voudrais dire au peuple béninois que tout le monde peut construire un aéroport au Bénin, même avec 10 millions. C'est-à-dire, on peut faire quelques feux, atterrissage, et dire que, oh, on a fait un aéroport, et puis avec quelques hangars autour. Mais dans le contexte du projet qui a été construit et mis en place par le gouvernement Yahi, que moi j'ai vu, qui a besoin, qui a été fait, c'est un cheval blanc. Mais comme ils sont experts dans le rafistolage, même avec 100 millions, ils peuvent aller à Glodjigbe pour mettre quelques lumières sur sacler le coin et montrer au peuple béninois qu'ils ont fait quelque chose. Chers compatriotes, il faut être un néophyte des finances pour dire qu'on a bouclé un financement pour Glodjigbe. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Vous savez, l'aéroport de Glodjigbe, c'est une ambition pour notre pays. Est-ce que le gouvernement Talon veut faire cet aéroport-là pour des oiseaux, ou bien pour des chameaux, ou bien pour des... C'est-à-dire, on peut embrouiller notre peuple, mais on n'est pas tous bêtes. Vous savez, ce dossier de Glodjigbe, ce dossier qu'ils ont pris là, c'est moi, je le dis, le ministre des Travaux publics, en son temps, en ce moment, qui a parlé de la mise en place de la société des aéroports du Bénin. C'est moi qui ai fait ça. Pourquoi? Parce que j'ai dit au ministre des Travaux publics en ce moment, vous êtes une entité qui n'a pas de asset. Vous devez mettre en place une agence des aéroports qui va être le répondeur du financement. Et j'ai rencontré en ce moment l'ES de Souza, qui était le président de l'aéroport de Cotonou, tout ça là. C'était la base. Nous avions travaillé avec l'ancien ambassadeur du Bénin en Afrique du Sud, et nous avions redynamisé le projet. On a amené les Sud-Africains parce qu'il faut quelqu'un qui sera le gestionnaire de l'aéroport pour permettre de donner confiance aux investisseurs pour venir. Parce que nous avons intégré AXA, qui est la société de gestion de l'aéroport de l'Afrique du Sud, dans ce dossier-là. Aujourd'hui, je dis purement et simplement, c'est un mensonge, soit il y a quelque chose. Parce qu'il faut payer 60 milliards pour les dommages et intérêts des terrains qui sont là-bas. Le pays a un déficit budgétaire. Le pays a un déficit budgétaire. Comment est-ce que... Il faut, avec le feu de Souza, il fallait récompenser les gens qui ont des terrains là-bas. Aujourd'hui, ils sont en train de régler un problème de terre. Les gens sont encore en prison. Ils n'ont pas encore fini ça. Mais vous allez au Parlement pour dire que vous avez bouclé le financement. Ça, c'est-à-dire, soit il y a quelque chose qu'on nous cache, il y a encore une politique pour voler de l'argent. Combien de compagnies aériennes à qui ils ont signé un accord actuellement? Ou pendant le Covid, on a les destinations de certaines compagnies ont été réduites. L'Afrique du Sud est en train de réduire. Tout le monde est en train de réduire. Mais combien de compagnies viennent au Bénin? La France vient là-bas à perte. Au Bénin à perte. Mais vous voulez faire un aéroport pour embrouiller les Béninois. Quand même, arrêtez cette comédie-là. Mais par contre, je vais dire au peuple béninois, il y a un secret dans le dossier
de Glodjigbe. Et je crois que notre équipe, on a le secret pour mobiliser ces sous-là. Intact, nous pouvons le faire. Il y a quelque chose qui manque à ça. Donc, c'est pour vous dire que être fier d'un éléphant blanc, ça ne se passera pas. Mais comme c'est des rafistoleurs, quelque chose ils peuvent faire une case là-bas et dire qu'ils ont fait. Non, il faut dédommager les gens là-bas. Et c'est ça le grand problème dans le financement. Trouver 60 milliards pour donner aux riverains les terres là-bas. Et après ça, payer les études. Ceux qui ont fait les études, il faut rembourser. Mais c'est compliqué, on peut pas. Et le déficit est très très élevé pour nous. Donc, je vais voir ça réaliser. Et je pense que cela continue toujours dans le dilatoire. Voilà, c'est de cette manière-là que le docteur Ladislas Prosper Agbessi défie les gouvernements pour dire que cet aéroport ne va pas se construire. Nous allons voir. Un dossier, nous arrivons à la fin de notre émission. Au cours de la période de sous-revue de manque à gagner, estimé à 13,6 milliards de francs CFA, dont 1,3 milliard de francs CFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés. Les dites présomptions sont notamment relatives à des cas de véhicules non dédouanés qui ont été immatriculés, soit 2646 véhicules au total. Donc, je voulais dire 2646, donc 2646 véhicules au total, représentant un préjudice financier d'environ 7,9 milliards de francs CFA. Qu'en pensez-vous, docteur Ladislas Prosper Agbessi? Moi, je ne veux rien dire là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que nous allons réformer tous ces départements-là, parce que ça montre encore une fois que Bénin Contrôle ne fait pas son travail. Nous allons demander à la douane de faire son travail. Et nous allons appeler des partenaires au développement de venir nous assister. Et aujourd'hui, le gouvernement veut de l'argent. Ils veulent aller chez les pauvres populations pour aller récupérer de l'argent pour payer les salaires. C'est difficile et ce n'est pas facile pour notre population. Et ils sont en train de jouer beaucoup de comédies. Et ça va finir. Je veux dire au peuple béninois, dépensons mal en bien et que nous sommes confiants de ce qu'on est en train de faire. Et nous ne sommes pas en train de perdre le temps. Ça a l'air de perdre le temps, mais nous sommes en train d'avancer. Donc, nous sommes convaincus que nous allons y arriver. Et le problème des véhicules, c'est un cinéma. Voilà, c'est un cinéma. Ok. Chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre interview d'aujourd'hui avec le docteur Ladislas Prosper Agbessi. Mais l'actualité sud-africaine est marquée par les pillages et les sabotages des biens publics et privés. Quelles sont vos réactions, cher docteur? Je crois que nous sommes contre les pillages et puis la destruction des infrastructures d'un État. Les gens peuvent toujours faire leur combat sans toucher aux biens du pays. C'est ce que nous on veut toujours préserver. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'insécurité est totale en Afrique du Sud. Et je fais confiance au gouvernement du président Cyril Ramaphosa de mettre de l'ordre et que les choses changent le plus tôt que possible et qu'il y ait la stabilité et qu'on renoue avec l'économie. Parce que sans l'Afrique du Sud, et le Sub-Sahara n'a pas d'espoir en matière de développement. Voilà. Donc nous comptons beaucoup sur eux et je crois qu'ils sont en train de trouver une solution pour ça. C'est difficile. Le grand problème, au côté, c'est ce qui va arriver au Bénin, parce que si les gens n'ont pas le minimum, le repas, là où dormir, la santé, ils sont prêts à tout. Donc, il faut éviter qu'on en arrive là. Il faut éviter ça. Parce que quand le ventre affamé n'a point d'oreille, donc ils sont arrivés à bout,
ça a montré au monde entier que l'Afrique du Sud, la pauvreté a atteint son seuil. Les gens souffrent. Donc, les Béninois, j'ai demandé ce soir aux Béninois un contrat. En tout cas, pour l'Afrique du Sud, je crois que le gouvernement, il prendra les responsabilités nécessaires, pour apaiser la situation. Ok, voilà, chers amis téléspectateurs, son Excellence Prosper Agbessi demande à la population béninoise de ne pas imiter ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ça veut dire qu'il ne veut pas que ça arrive jusqu'à ce point-là où le Béninois sortira dans la rue pour détruire les infrastructures publiques et privées. Voilà ce qu'il vous demande. C'est un contrat qu'il signe avec vous, mais il continuera avec ces contrats avec vous, chers amis téléspectateurs et chers internautes qui nous avaient suivis durant tous ces temps. Alors, un mot de la fin, cher docteur, pour l'interview de ce soir. Je voudrais quelque part saluer la ténacité et la bravoure d'une grande partie et la résilience de notre population. Et je veux toujours, comme d'habitude, vous donner le mot d'espoir. Il fera jour. Je suis venu ce soir négocier avec vous un contrat. Est-ce que vous êtes prêts? On a assez parlé depuis 2019, on a parlé en 2020. Je viens humblement vers vous, vous demander, est-ce que vous êtes prêts? Peuple béninois, est-ce que vous êtes prêts? Je crois que vous êtes prêts. Mais vous ne savez pas comment vous exprimer. Et puisque je sais que vous êtes prêts, je vais me battre pour vous aider à nous accompagner. Gardez cette phrase-là dans votre tête. Je sais ce qu'il faut. Je suis votre messager. Vous êtes prêts, mais vous demandez quelque chose pour vous bouger. Et je crois qu'on va vous le donner. Et je suis certain et que la victoire est pour le peuple. Je vous remercie. Voilà, chers amis téléspectateurs, comment nous mettons un terme total ou un terme final à cette émission d'aujourd'hui. Nous remercions tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout et surtout vous tous, les internautes qui nous avez suivis à partir du Bénin et jusqu'au recoin du Bénin et aussi à la diaspora. Nous disons grand merci à l'équipe LPA du docteur Ladislas Prosper Agbessi et nous ne manquerons pas de dire grand merci aussi à notre équipe technique. Nous allons nous retrouver plus tard, Inch'Allah.